Merci beaucoup pour vos interventions. Je remercie mon groupe aussi d'avoir inscrit à l'ordre du jour cette question taboue en France et de permettre à 3 intervenants de grande qualité, comme vous avez pu le voir, d'expliquer en quoi, sur le cas du Sahara occidental, le bilan des actions de la France pour faire respecter le droit international n'est pas à la hauteur de notre qualité d'État membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le conflit du Sahara occidental est totalement méconnu et injustement traité. Pour beaucoup, ce n'est qu'un conflit d'indépendantistes. Mais le conflit du Sahara occidental est bien plus grave que cela. Et je remercie vivement Oubi Bouchraya, ambassadeur à Bruxelles du Front Polisario, représentant du peuple sahraoui, d'être revenu très précisément sur le conflit qui oppose Maroc et Sahara occidental. Ma première question s'adressera donc à lui. En août dernier, la nomination de Staffan de Mistura, ancien envoyé spécial des Nations Unies en Syrie, au poste d'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental a permis de relancer le processus de négociation. Sa nomination est dans une certaine mesure un soulagement car beaucoup d'espoir et d'attentes reposent sur les envoyés personnels du secrétaire général des Nations Unies car ce sont eux qui organisent les négociations entre les différentes parties au conflit. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais que vous nous disiez votre sentiment sur cette nomination et ce qu'elle peut apporter, notamment dans le cadre de son prochain déplacement sur place mi-janvier. Et d'autre part, vous étiez représentant en France du Front Polisario entre 2016 et 2020. Et j'aimerais connaître votre sentiment sur la position française vis-à-vis du Front Polisario. J'entends très souvent parler de la théorie de l'équidistance. À chaque fois que le ministre des Affaires étrangères a été interrogé en commission des Affaires étrangères, c'est sa réponse. Et j'aimerais que vous me précisiez votre vécu, justement, pendant cette période à Paris, sur la question de l'équidistance et que vous la compariez à la situation actuelle à Bruxelles. Ma seconde question s'adresse donc aussi à vous, maître Devers. Vous venez de nous expliquer que, en décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'accord d'association UE-Maroc est inapplicable au Sahara occidental, vu son statut international. Quelles sont les implications concrètes de cet arrêt pour la France? Comment doit-elle mettre en œuvre? Et pourriez-vous également revenir sur la question de l'étiquetage? Vous avez terminé là-dessus, mais je renvoie à la question pour que vous ayez un peu plus de temps pour préciser les choses. Je sais que ce sujet est complexe et qu'il est important de l'aborder et que c'est d'ailleurs une question qui est aussi posée pour la question palestinienne d'ailleurs. Et donc, c'est important de revenir dessus. Sur les ressources, il y a un problème majeur de la concurrence faussée. Il s'est passé quelque chose, Madame la Présidente, que je n'avais pas imaginé, c'est qu'en mettant à l'ordre du jour cette question du Sahara occidental, j'allais être sollicité par les producteurs de tomates et de concombres français qui m'ont demandé, à l'occasion de cette audition, d'interpeller justement sur la concurrence déloyale, puisque les concombres et les tomates produites au Sahara occidental sont vendus, arrivent en France et ne sont pas taxés, ne font pas l'objet de taxes de douane. Et donc, ils s'interrogent là-dessus et ils demandent qu'il y ait une explication dans le cadre de ce débat sur cette question-là. On voit grâce à cela les implications concrètes, d'ailleurs, d'une occupation illégale du territoire sur le territoire agricole qui souffre de beaucoup trop. L'épopée judiciaire entre l'Union européenne et le Maroc a pris une tournure très importante dans le travail de reconnaissance du statut du territoire sahraoui, preuve que le droit doit être suivi. Sans quoi les entreprises, et y compris des entreprises françaises, risquent de se retrouver de plus en plus face à des incertitudes juridiques, ce qui est évidemment très mauvais pour elles et pour les investissements qu'elles peuvent vouloir faire sur le long terme. Fin octobre dernier, par exemple, c'est une société chinoise spécialisée dans le phosphate qui a annoncé avoir renoncé de manière définitive à l'acquisition de roches de phosphate pillées du Sahara occidental occupé. Et d'autres sont partis avant elle, et on pourrait citer la liste de différents pays, différentes sociétés. Ces désistements sont de plus en plus nombreux, sur terre comme sur mer, vu l'importance également que revêt la pêche au large des côtes sahraouies. Pourriez-vous également revenir rapidement sur ce sujet, monsieur Maître? Enfin, Madame Mangin, je voulais évoquer avec vous et monsieur Bouchraya, et que monsieur Bouchraya pourra compléter, la situation des prisonniers politiques sahraouis. Pourriez-vous revenir sur votre droit de visite bafoué par les autorités marocaines? Pourriez-vous revenir sur le rôle de la France dans cette situation? Combien de fois avez-vous interpellé, on va recevoir un ministre du Quai d'Orsay tout à l'heure, combien de fois avez-vous interpellé le Quai d'Orsay? Quel accueil avez-vous eu? Quelles démarches ont été faites? Comment ça s'est passé? Pourquoi n'est-elle pas intervenue dès votre première expulsion? Avez-vous été contacté par les autorités françaises à plusieurs fois quand vous avez vécu des choses? Que vous a dit le consulat de France au Maroc suite à ces actes? Votre requête au Maroc en tant que ressortissante française a-t-elle été soutenue par la France, par les autorités françaises sur place? Et enfin,
Madame la Présidente, j'aimerais éventuellement élargir la situation des droits humains en territoire occupé par le Maroc. Je vais prendre l'exemple de Raya. Cette jeune femme est une défenseuse des droits humains et présidente de la Ligue pour la défense des droits de l'homme et la protection des ressources naturelles. À Boujdour, en territoire occupé par le Maroc, avec sa mère et avec sa sœur, elles sont assignées à résidence depuis 1 an, sans aucun procès, assiégées, avec des incursions régulières à leur domicile pour détruire leurs objets personnels de la famille, régulièrement brutalisées physiquement et agressées sexuellement par des hommes militants pour le Maroc. Comment, à votre avis, la France pourrait-elle faire pression sur le Maroc pour qu'il stoppe à court terme les intimidations et les violences faites aux militants sahraouis pacifiques? Le travail de l'association des familles des prisonniers et disparus sahraouis, la FAPREDESA, est fondamental. Peut-être pourriez-vous aussi, Madame Mangin, qui connaissait bien cette association, nous donner des éléments sur leurs activités.